Bonsoir à tous, Miss Sunga Télévision vous ouvre ses portes pour vous informer dans le cadre justement de cette grande édition d'information. On va commencer naturellement par les titres au sommaire de cette édition. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au lancement du Forum national sur le droit à la réparation axé sur les victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix. On en parle dans ce journal. Et puis depuis Tokyo, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec son homologue japonais en vue de renforcer la coopération entre les deux pays, je cite, la République démocratique du Congo et le Japon. Et on fait en tournée d'itinérance à Tchopo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabagne a échangé avec plusieurs regroupements dont les Forces Vives et Mouvements Citoyens après justement sa tournée et qui tourne essentiellement sur les réformes sécuritaires, les précisions et les détails dans ce journal. Merci de nous choisir et restez avec nous tout de suite pour le développement de tous ces titres. J'en parlais au sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé le Forum national sur le droit à la réparation en hommage justement à toutes les victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes des crimes contre la paix. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce mardi 1er juillet au Centre culturel. On prend tout de suite les précisions et les détails dans cet élément. C'est mardi au Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale. Le président de la République, je cite, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, a procédé solennellement au lancement du Forum national sur le droit à la réparation. Pour le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui organise cet événement avec l'appui du ministère des Droits humains. Ces assises prévues du 1er au 4 juillet dans la capitale congolaise sont un moment d'écoute, d'engagement et de construction collective autour de la justice pour les victimes. Dans son allocution, le chef de l'État a relevé l'importance de ces travaux qui n'ont rien d'habituel. Ce forum national sur la mise en œuvre du droit à la réparation n'est pas un rendez-vous ordinaire, il marque justement une rupture décisive avec l'oubli, l'indifférence et l'impuissance. Conscient des enjeux de ces assises dans la réhabilitation des victimes des génocaustes, le président Félix Tshisekedi a affirmé que la République démocratique du Congo ne pourra se reconstruire sur deux blessures ignorées. La réparation n'est ni une faveur, ni un acte d'assistance, elle est justement un droit de justice. Rappelons qu'avant de clore son intervention, le chef de l'État a rappelé à l'assistance l'urgence de mettre en place un environnement paisible dans la justice. Voilà tout l'essentiel de ce lancement pour ce Forum national sur le droit à la réparation. Allez, autre chose, l'accord de paix signé entre Kinshasa et Kigali est salué par plusieurs, dont la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui parle d'une avancée significative pour un retour de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Rappelons-le, cet accord a été signé sur le sol américain le vendredi 27 juin dernier. Regardez. Le 27 juin dernier, un accord chargé d'espoir a été signé entre Kinshasa et Kigali. Un geste diplomatique fort, dans un contexte encore marqué par les tensions, mais qui ouvre une brèche vers un possible apaisement. Depuis Osaka au Japon, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, s'est exprimé avec clarté et conviction devant la presse internationale. Spécifiquement sur la question du désengagement, l'accord dit d'une manière séquencée et coordonnée avec les désengagements de force et comme les disposeront d'autres accords à venir, les parties appuient les désengagements, les désarmements et l'intégration de groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus des DDRCS ainsi que les mécanismes conjoints de coordination. Par ailleurs, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, et chef de la MONUSCO, parle d'une avancée majeure vers la fin du conflit. La signature cet après-midi à Washington par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda du projet d'accord de paix
constitue une avancée majeure vers la fin du conflit. Par ces déclarations croisées, le désengagement militaire cesse d'être un simple geste technique. Il devient un signal politique fort, à la fois lucide et ambitieux, dans un contexte où chaque pas vers la paix est scruté et espéré. Les précisions et les détails de Jean Lignati qu'on va retrouver tout à l'heure dans un autre chapitre sur la diplomatie. Sachez que la première ministre Judith Suminho a rencontré son homologue japonais Ishiba, une visite officielle qui vise justement à renforcer la coopération entre les deux pays sur plusieurs axes, entre autres l'énergie, la santé, les infrastructures et l'environnement. Cet échange s'est déroulé ce mardi 1er juillet 2025 à Tokyo. Le précision dans ses commentaires. Sous les nuages calmes de Tokyo, une poignée de main pleine de sens a réuni deux premiers ministres, Judith Suminho pour la RDC, Shigeru Ishiba pour le Japon. C'était plus qu'une rencontre diplomatique, c'était un souffle d'avenir entre deux nations que tout sépare géographiquement, mais que l'ambition rapproche. Là, dans un décor sobre mais symbolique, s'est esquissée une volonté commune de bâtir des liens solides, fondés sur le respect, la coopération et une vision partagée du développement. Au cœur de leurs échanges, des secteurs cruciaux pour la RDC, entre autres l'énergie, la santé, l'environnement, l'agriculture ainsi que les infrastructures. Le Japon, fort de son expérience et de sa technologie, a exprimé son intérêt à investir dans un Congo en pleine mutation, tandis que la RDC a montré son ouverture à accueillir des partenariats sérieux, durables et équitables. Les deux pays ont convenu de relancer la dynamique économique à travers un forum d'affaires RDC-Japon et de travailler ensemble dans un esprit gagnant-gagnant, sans condescendance ni dépendance. Sur le plan diplomatique, le Japon a salué l'élection de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027, une reconnaissance du rôle croissant que Kinshasa entend jouer sur la scène internationale. En retour, Tokyo a sollicité le soutien congolais dans certaines démarches au sein des institutions mondiales. Enfin, le Japon a invité la RDC à participer à la prochaine conférence TICAD dédiée au développement de l'Afrique. Une nouvelle page semble ainsi s'ouvrir entre les berges du fleuve Congo et les rives industrielles du Japon. Voilà tout de la coopération entre le Japon et la République démocratique du Congo. On va revenir dans le pays, dans les objectifs domestiques. Dans son adresse à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, l'opposant Martin Fayulu prône pour la paix et souligne évidemment l'essentiel de cet accord signé entre Kinshasa et Kigali sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Le président de l'ECD a par ailleurs appelé à l'unité nationale pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Je vous propose de l'écouter. Nous faisons face à des agressions extérieures, mais cela ne peut en aucun cas nous exonérer de notre responsabilité première, protéger notre peuple. Nous sommes comptables de l'unité perdue, de la misère grandissante, de l'absence d'espoir. Mais il n'est pas trop tard. Le Congo peut se relever et il se relèvera si et seulement si nous choisissons de mettre le pays au-dessus de nos querelles. Ce moment exige un sursaut. Il est temps de répondre à l'appel de la patrie, pas à celui des intérêts égoïstes. Notre Constitution, en son article 63, nous rappelle notre devoir sacré. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menace ou d'agression extérieure. Cet appel dépasse aujourd'hui les cadres juridiques. C'est une exigence morale, un impératif historique. Alors que notre pays vient de signer un accord de paix sous la médiation des États-Unis, nous prenons acte de la dynamique positive qu'il peut enclencher. Cet accord, bien que perfectible, peut représenter une opportunité de faire taire les armes et de créer les conditions d'un apaisement. Dans la même optique, Delis Sanga, présidente nationale du parti En Vol, se joint à plusieurs autres voix, dont l'idée d'un dialogue national comme facteur d'union de tout le Congolais en marge de l'accord de paix signé tout récemment, je rappelle, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Écoutons-les. Reposer la vie de nos concitoyens sous le bon vouloir des autres. Nous devons être à la hauteur de garantir la stabilité, la gouvernance et la sécurité de notre pays et de son peuple.
pour être dignes de cette indépendance que nous avons reçue en héritage. L'impuissance de l'État, incapable de protéger les acquis de notre indépendance et l'intégrité de notre territoire, est la cause fondamentale de nos malheurs. Elle nous prive encore de la capacité dissuasive contre les menaces extérieures et l'efficacité opérationnelle pour endiguer les menaces intérieures. Nous en sommes alors réduits aujourd'hui à acheter une paix précaire au double prix de la trahison de la promesse de la prospérité de notre peuple, en mettant en hypothèque les ressources naturelles et compromettant parfois l'avenir des générations futures. Il n'y a donc pas de paix durable sans justice, sans liberté. La sécurité se noue dans la stabilité politique interne. Il est venu le temps, le moment de retrouver le chemin de la concorde par le dialogue interne autour de valeurs communes telles que nous les avons affirmées à Sun City, la liberté, la justice, le travail et la prospérité partagée. On peut courir d'accord en accord. Sans la résolution de ces problèmes internes par le dialogue, la crise demeurera. La paix précaire, par le silence temporaire des armes, n'empêchera pas, comme depuis 20 ans, la récurrence de la crise. Delis Sanga, dans un extrait choisi par votre rédaction. Continuez à nous regarder en l'instant même sur notre chaîne YouTube Missunga Télévision. On va poursuivre cette édition en bref. Le Force armée de la République démocratique du Congo a annoncé dans un communiqué officiel daté du 30 juin 2025 l'interception d'un aéronef non identifié ayant illégalement pénétré l'espace aérien congolais sans autorisation préalable. L'appareil sans immatriculation s'est dirigé vers une zone de conflit active. Les FARDC précisent que des mesures ont été prises pour garantir la sécurité nationale et informent tout de même les autorités compétentes. Les précisions et les détails dans nos prochaines éditions. On prend notre brève toujours dans ce chapitre sécuritaire. Plus de 8000 militaires de l'AFC et M23 ont débarqué ce matin à Bukavu en provenance de Goma en vue d'une éventuelle offensive contre la ville d'Uvira dans le sud Kivu. Ces rebelles, rappelons-le, ont envahi la ville ce matin et selon plusieurs sources, ces combattants sortiraient tout justement des Chanzou. C'était là le précision de Delphin Moukeba qu'on va retrouver à la fin de cette édition pour le compte de la revue de presse. Autre chose, en mission d'itinérance dans la province de La Chopo du 21-24 juin dernier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a échangé comme ça avec les forces vives et les mouvements citoyens. Objectif pour Jacquemain Chabani, présenter des réformes et initiatives majeures en matière de gouvernance sécuritaire. Regardez. À Kisangani, chef-lieu de la province de La Chopo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango, a franchi une nouvelle étape dans la réforme de la gouvernance sécuritaire. En marge de sa mission officielle, menée du 21 au 24 juin 2025, il a multiplié les échanges directs et fructueux avec les forces vives et les mouvements citoyens pour promouvoir des dispositifs novateurs, les comités provinciaux et locaux de sécurité, la loi de la réforme de la police et l'opération Ndobo. Ces réformes traduisent une conviction forte. Les citoyens doivent être au cœur de l'action sécuritaire. Elles s'inscrivent pleinement dans la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi et sont matérialisées à travers la politique nationale des défenses et des sécurités articulée autour des 6 fonctions clés. Le Premier ministre s'est entretenu avec le cadre de concertation de la société civile, le Conseil provincial de la jeunesse, les représentations féminines, les mouvements citoyens tels que Place au peuple, ainsi que les étudiants de l'université de Kisangani. Tous ont répondu avec enthousiasme à son appel à s'approprier ces outils de gouvernance participative. Le message est clair, ces comités ne sont pas de simples instances consultatives. Ce sont des leviers concrets pour décrypter les réalités sécuritaires locales et y apporter des solutions adaptées, durables et enracinées dans les besoins des populations. Satisfaits de cette approche inclusive, les acteurs et forces vives locaux ont salué l'engagement du gouvernement tout en exprimant leur volonté de s'impliquer activement dans cette dynamique de transformation.
On va rester en province pour la suite de ce journal. Nouvelle l'ère dans la province de l'Ituri, plus précisément à Irumu, où plus de 850 000 déplacés ont regagné leur village après la cessation des hostilités entre le FARDC et les mouvements rebelles, à la suite justement d'un accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce sont les précisions et commentaires de Sharon Oumba. Regardez. L'accord de paix entre Kinshasa et Kigali porte déjà ses fruits. C'est le cas de la province de l'Ituri, plus précisément à Irumu, où plus de 850 000 déplacés ont regagné leur village entre 2021 et 2025. Selon cette structure, ce retour massif est le fruit de l'accalmie sécuritaire observée dans la région. Par ailleurs, ces opérations conjointes menées par les FARDC et l'armée ougandaise ainsi que du respect de la cessation des hostilités par les groupes armés FPIC. Ces hostilités ont malheureusement des infrastructures d'accueil, les abris, les écoles ainsi que le centre de santé. Telles sont les plaintes de ces familles. Notamment, les habitants ont regagné leur village, mais ils n'ont rien pour reconstruire leur vie. Le président de la société civile d'Irumu fait appel à l'intervention urgente de l'État congolais pour porter assistance à ces populations. Il souhaite de rappeler que ces retours massifs dans les territoires revient après l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de Washington. Un nouveau mouvement citoyen a vu le jour ce mardi 1er juillet. Il s'agit d'un mouvement Combo initié par la révérende Marie-Josée Ifoko, citée au bureau général à Kinshasa dans la commune de Ngalema. Ce mouvement vise la renaissance d'un nouveau Congo et pour rompre justement tout système de prédation. C'est un reportage signé Ted Mouyaya, Naomi Mukongo. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Le 1er juillet, la date marquant la naissance de l'État indépendant du Congo en 1885, a été le choix idéal pour la naissance du mouvement citoyen Combo initié par la révérende Marie-Josée Ifoko. Consacré et dédié à Dieu par différents représentants des confessions religieuses, ces concepts Combo à l'image du ballet congolais s'éveut d'une seule mission: transformer la qualité de vie des Congolais en général et de la jeunesse en particulier en opérant une réforme dans la manière dont nos sociétés sont pensées, organisées et gouvernées. De lancer le mouvement Nabiso, il y a un mouvement Combo pour nous sangisa les Congolais nyonso. Tout le monde a dit que les Congolais Banda Botama étaient indépendants du Congo. Tilelo, parce qu'il y a des blessures, il y a des abus, il y a un système qui est mis en place depuis que Botama était indépendant du Congo. Et c'est perpétué dans la classe politique Nabiso, et c'est perpétué dans la bizarrerie des Congolais, et c'est perpétué même dans l'église Nabiso. Donc la structure union se faisait à Kobeba. Et on a dit que il faut continuer à Kofingana, il faut continuer à Kobomana, il faut continuer à Koyiba, il faut continuer à Koinana. Alors c'est mieux que le Luka, Liloba Nzambe. Oui, et puis ça qui biso mo Kongai mo personnellement à accomplir justice dans l'Haïti. C'est pas ma colère qui va accomplir sa justice, mais c'est plutôt justice na yemoka ko sala. Ya wana biso to bengani, to bengi ba Congolais to sangana lokola bonto lokola Combo, parce que Combo ezali Liloba Nzambe. Combo Nzambe yemoko alobaki yango na Esaïe que yemoka ko lokota Combo a s'occuper na ba méchants. Ce n'est pas travail na biso. Mais biso to zala lokola mwasi abungisaki ba pièce na ye a utilisé qui Combo a keko récupérer bateau. Donc bref, c'est juste pour dire que le mouvement Combo ezali arme biso o biso to proni. Mais levé avec balai, symbole de l'unité et solidarité citoyenne, ses membres ont démontré leur engagement indéfectible d'accompagner ces grands combats. L'union fait la force, dit-on, mais ensemble avec Dieu, la justice est parfaite. L'appel est donc lancé. En sport, à quelques jours de coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2025, les Léopards d'hommes font face aux désillusions successives en clôture de leur période de stage. Pour l'analyste sportif Daniel Kabwanga, le bilan reste négatif tout en restant optimiste sur les chances des fauves congolaises à la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On va l'écouter justement au téléphone de Daniel Anto. La motivation de cet aéroport, en tout cas on ne peut pas aussi donner la motivation, parce que la motivation, au moins si vous demandez le président de la Cour constitutionnelle, le président actuel de la Cour constitutionnelle, même si il est fait mandat, mais il est toujours au président de la Cour constitutionnelle,
il va vous donner les motivations qui ont fait ce que cette élection soit reportée. Et la conséquence du report jusqu'à ce jour, j'ai lu l'élément intérieur de la Cour constitutionnelle dans l'article 6, 7, 8 et 9. Je n'ai pas vu là où on a mentionné que si on ne reste pas l'élection dans les délais d'office, il y a une conséquence du droit. Non. Je suis allé aussi loin pour lire l'article 9 de la loi organique numéro 13 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui dispose d'abord que le président de la Cour est élu par ses pairs pour une durée de 3 ans, renouvelable une seule fois, suivant le règlement intérieur. Et il est investi par l'ordonnance du président de la République. Donc, on rappelle, monsieur le président actuel a été élu en 2022 comme président de la Cour constitutionnelle. Et selon la loi, article 9, il peut aussi revenir comme candidat président de la Cour constitutionnelle. Même les autres aussi membres de la Cour constitutionnelle peuvent aussi postuler selon les choix. Si chaque membre estime qu'il peut postuler comme président de la Cour constitutionnelle, il n'y a aucune conséquence sur le plan du droit parce que le règlement intérieur n'a pas prévu la conséquence en cas de report. L'article 9 de la loi organique du 13, numéro 13, 026 du 15 octobre 2013, en tout cas, n'a pas aussi montré ou donné les conséquences au cas où les élections du président de la Cour constitutionnelle sera reportées. Donc, monsieur le Président, il n'y a aucune conséquence juridique. Allez, tout de suite, place à l'arrivée des presses. Dans la presse quinoise, la revue de presse ce soir dans une présentation et sélection de Delphin Moukeba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Simic et bonsoir à tous. Ouragan, on commence par ce journal qui titre à sa machette la copie originale de l'accord de paix remise à Tshisekedi. Effectivement, les deux pays africains qui sont en conflit il y a de cela 30 ans, la République démocratique du Congo et le Rwanda, et cet accord qui a été signé sous la médiation des États-Unis le 27 juin à Washington. On peut toutefois le lire ici à travers ce journal. De retour des États-Unis, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et les experts de la présidence ayant travaillé sur les dossiers ont été reçus lundi 30 juin à Mongalima. En plus de la copie originale de l'accord de Washington, la chef de la diplomatie congolaise a également donné au chef de l'État la lettre de son homologue américain Donald Trump. Le contenu de cette correspondance n'a pas été révélé. Toutefois, Mme Kayikwamba a indiqué que cette lettre serait liée au sommet des chefs d'État que le président Trump envisage d'organiser à Washington dans la suite de l'accord de paix. À la presse, à l'issue de cette séance, Mme Kayikwamba a réaffirmé l'engagement de la partie congolaise à s'acquitter de toutes ses obligations dans la mise en œuvre de l'accord de Washington. Nous avons passé en revue des décisions prises dans la journée du 27 juin et nous nous sommes projetés dans l'avenir de ces priorités stratégiques pour la RDC, s'assurer que cet accord soit exécuté en bonne et due forme et que nous nous déchargeons de toutes nos obligations, tout comme nous attendons aussi des autres signataires, principalement le Rwanda, qu'il honore aussi ses engagements, a-t-elle donc insisté. D'après Thérèse Kayikwamba, le chef d'État, principalement artisan de cet accord, va mettre en place une équipe chargée au suivi des processus pour s'assurer de son exécution. Elle a aussi précisé que la rencontre de haut niveau annoncée par le président Donald Trump aura bel et bien lieu au mois d'octobre prochain pour la cessation des hostilités. La signature de cet accord en est une chose, on va le préciser, mais les respects de l'applicabilité en est une autre. Voilà pourquoi on sent les deux parties qui restent beaucoup plus pris dans le temps. On va poursuivre votre revue de presse cette fois-ci avec le journal ACP qui titre hausse de 9,65% de participation à l'examen national de fin d'études primaires. Delphin Moukeba. Effectivement, là, ça concerne l'éducation nationale de la République démocratique du Congo et citoyenneté à cette nouvelle, un accroissement de 9,65% du nombre d'élèves enregistrés à l'édition 2025 de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en sigle en République démocratique du Congo a été enregistré, a indiqué mardi le vice-ministre
vice-ministre de l'Éducation nationale lors du lancement officiel de ces épreuves dans une école à Kinshasa. Un accroissement de 9,65% du nombre d'élèves enregistrés à l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP en République démocratique du Congo a été observé durant l'édition 2025 par rapport à l'année dernière, a déclaré Jean-Pierre. Le vice-ministre de l'Éducation nationale à une nouvelle citoyenneté l'a fait savoir lors du lancement officiel des épreuves de l'ENAFEP à l'école primaire Lumumba Almete dans le centre de Kinshasa, en précisant que comparativement à la session 2024, les effectifs des candidats ont dépassé de 2 millions à 2,5 millions, soit une augmentation de 9,65%. On va rester dans le chapitre éducation, on change juste du journal. ENAFEP 2025, là nous lisons sur la page à la in du journal Le Potentiel, c'est votre sélection, je rappelle, RDC, plus de 2 millions d'élèves en lice, dont près de la moitié des filles. Ce qui est étonnant quand même. C'est qu'on doit aussi savoir que là c'est juste toujours le vice-ministre de l'Éducation qui confirme que cette nouvelle citoyenneté, Jean-Pierre Mbemba, a lancé lundi 1er juillet l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au-delà de ses frontières, rapporte donc EcoNews. L'événement s'est déroulé à l'école primaire d'application Lumumba dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, en présence de plusieurs cadres du ministre, d'autorités provinciales et d'acteurs clés du système éducatif congolais, ajoutent donc les médias. Ces épreuves nationales se tiennent pendant 2 jours consécutifs. Elles se clôturent ce mercredi selon les calendriers du ministère de l'Éducation, détaille donc Le Potentiel. Particularité de cette édition, l'examen se déroule sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les zones occupées, preuve de la volonté des autorités de garantir à tous les enfants des droits à l'éducation, malgré les contextes sécuritaires difficiles dans certaines régions de la République démocratique du Congo. Ça sera tout pour votre belle sélection. C'était la revue des presses, on lisait dans la presse quinoise. Merci à vous de faire Mukeba. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition du journal préparé par Jean-Luc Niatsi et Daniel Anto, réalisé par Elohim Kakolongo. Continuez à nous regarder, surtout à nous exprimer votre fidélité sur les antennes de Mission Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.